Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour une nouvelle vidéo. C'est le rendez-vous hebdomadaire de l'Update Lecture. On va parler des lectures que j'ai faites la semaine passée et je dois avouer que c'était pas franchement une super semaine de lecture. Ça a compensé avec la semaine précédente qui avait été exceptionnelle. Franchement, mon dernier Update Lecture, c'était que des lectures que j'avais adorées, presque des coups de cœur à chaque fois. Cette semaine, ça a été un peu mitigé. Voilà, j'ai une lecture qui m'a particulièrement plu, le reste c'était pas franchement fabuleux. Alors après ça a aussi été lié au fait que j'ai eu une semaine un peu chargée, je suis rentrée en début de semaine, je suis rentrée une fois à plus de 20 heures chez moi, donc après j'étais fatiguée et j'avais pas trop envie de lire parce que j'avais plein de migraines et tout ça, donc ça a été une semaine un petit peu voilà, assez intense, donc ça se ressent aussi au niveau de mes lectures parce que j'ai moins eu le temps de m'y consacrer, mais c'est aussi lié au fait que la lecture, on va dire, principale de cette update lecture ne m'a pas franchement conquise et du coup j'ai un peu ramé et j'avais pas forcément envie d'y revenir, mais bon bref, je vais arrêter de blablater et on commence tout de suite. J'ai démarré la semaine avec La Petite Conformiste de Ingrid Seyman aux éditions Le Livre de Poche et c'était une lecture plutôt sympathique qui ne me laisse pas grand chose et qui pour moi aurait pu être beaucoup plus aboutie. On suit Esther en fait qui est une jeune fille, alors c'est globalement hyper caricatural dans la quatrième de couverture, mais on dit c'est une enfant de droite dans une famille de gauche. Alors c'est bien plus complexe que ça. On a en fait des parents en fait qui sont des 68ards qui sont un peu contre l'autorité et tout ça, mais c'est un peu particulier parce que on sent que le père a des opinions pas franchement les mêmes que la mère. Enfin bon bref, on sent déjà que c'est pas aussi simple que ça. La mère elle est totalement hippie, elle apprend à ses enfants qu'il faut pas acheter des marques parce que les marques en fait c'est la société de consommation et c'est pas bien, il faut regarder en haut ou en bas des étals parce que comme ça c'est pas les marques et c'est moins cher. C'est une mère qui est presque un peu voleuse, les parents sont nudistes, ils vivent chez eux totalement à poil avec les enfants et très vite Esther commence à pas forcément être d'accord avec tout ce qui se passe dans sa famille, à voir des choses avec ses yeux d'enfant, mais on comprend que déjà c'est une enfant qui comprend beaucoup de choses, peut-être même beaucoup plus qu'un enfant on va dire de son âge, voilà, de son âge. On sent qu'elle est quand même assez avancée, elle a une forme de clairvoyance sur certaines situations et en fait on la voit grandir et puis avoir un peu tous les obstacles qu'elle peut avoir en grandissant dans cette famille, avec d'une part une sorte de micmac de la religion. On a une famille avec des racines juives, mais tout le monde s'engueule parce qu'il y en a qui pratiquent énormément, d'autres ne pratiquent pas parce que il y a plein d'histoires en fait autour de la judéité et tout ça. Elle a des ancêtres qui sont pieds noirs, donc il y a tout aussi une forme de, comment dire, de secret un petit peu autour de ça. Et puis on va voir Esther qui grandit, qui va aller dans une école catholique, qui va être une excellente élève alors que son frère c'est vraiment une terreur à l'école, qui mange des cailloux ou alors qui jette de la boue sur les gens ou inversement. Et Esther en fait elle va sortir un peu son épingle du lot, elle va être hyper brillante à l'école, elle va avoir envie de se faire baptiser et tout ça, donc forcément ça va avoir des impacts dans sa famille, puis également elle dans sa vie de jeune fille et d'enfant, puisque elle a déjà la conscience d'être différente des autres dans ce collège catholique et de devoir cacher ce qu'est sa famille, les choix de sa famille, les orientations politiques et tout ça. Donc en fait on suit Esther dans son petit quotidien, mais qui finalement est énorme parce qu'il a déjà toutes ces problématiques. On parle de religion, de Front National, de plein de choses, de religion, de politique. On voit aussi les drames un peu sous-jacents qui se jouent entre les parents. On comprend que Esther, elle a presque déjà des pensées un petit peu féministes pour son âge. Donc en fait il y a beaucoup, mais il y a beaucoup dans un condensé de même pas 200 pages, et du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu trop contre-productif parce que cette histoire pouvait être intéressante parce que Esther en fait, je trouve que la narration est très rigolote. C'est assez léger, c'est un peu ironique, un peu sarcastique, donc ça me plaisait. Mais finalement on se rend compte que c'est peut-être beaucoup trop court et pas assez développé pour vraiment aller dans le fond des choses, et moi c'est ce qui m'a manqué parce que j'ai vraiment passé un bon moment de lecture en découvrant l'histoire d'Esther. Il se passe pas grand chose et en même temps il se passe tout parce que c'est les drames du quotidien, c'est les drames familiaux qu'on a, que notre voisin a, que toutes ces choses là en fait où vraiment on donne une force à ces drames de l'ordinaire comme ça. On n'a pas besoin de vivre des catastrophes dans sa vie pour avoir des peines, des douleurs
guerres et des espèces de cataclysmes comme ça dans notre quotidien. Donc ça, c'est vraiment des problématiques qui me plaisent et j'ai bien aimé la manière dont c'était traité, parce que c'est traité encore une fois du point de vue d'Esther, qui est cette enfant qui comprend pas tout, mais en même temps qui a l'air quand même de comprendre un peu tout. Et c'est assez rigolo, mais on n'allait pas en fait au fond du sujet pour moi, et tout allait un petit peu vite, et sur la fin il y avait vraiment... Moi j'ai relu plusieurs fois des passages parce que je trouvais qu'il y avait un peu trop de cafouillage. Je me disais mais j'ai loupé une info capitale là, je sais pas trop. Alors que pourtant je l'ai pas lu voilà, entre deux rendez-vous, j'étais pas hyper fatiguée au moment où je l'ai lu, donc j'étais à fond dans ma lecture, et pourtant j'avais parfois le sentiment d'avoir loupé une info capitale. Donc c'était peut-être le style de la narration, mais moi ça m'a pas forcément plu parce que ça m'a pas fait de l'effet d'un espèce de plot twist, d'une révélation, mais plus du mais est-ce que j'ai loupé quelque chose? Ça j'aime un petit peu moins, mais voilà, c'était cool, c'était chouette, mais il m'a manqué quelque chose. Je pense que oui, c'était trop rapide pour moi. Enfin franchement, 180 pages quoi, c'est pour tous les sujets qu'on a abordés, pour l'évolution, pour les secrets de famille, pour toutes ces strates familiales, ces problématiques et tout ça. J'ai trouvé que c'était un peu trop court, donc ça a joué en défaveur en fait pour ce roman. C'était voilà, c'était chouette, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, et voilà, encore une fois, je pense qu'il aurait mérité d'être un petit peu plus long. Ensuite, j'étais hyper motivée pour commencer cette lecture. Ça fait plusieurs fois que je vous le rabâche en vlog en disant j'ai trop envie de commencer ce bouquin, j'ai trop envie de commencer ce bouquin, et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé ce bouquin, La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. J'avais hyper envie de lire ce livre, il me faisait vraiment trop envie puisque je trouvais hyper original d'avoir un roman fantasy fantastique au Moyen-Orient, avec les mythes du Moyen-Orient, toutes les histoires, les légendes, etc. Je me disais wow, ça va être trop bien, gros goal. Et finalement ça l'a pas fait avec moi, et ça a vraiment alourdi ma semaine de lecture. Enfin, j'ai l'impression d'avoir ramé toute la semaine pour terminer ce roman que j'ai terminé, je dois l'admettre, en diagonale parce que j'en avais ras-le-bol sur les 150 dernières pages. Mais ouais, ça l'a vraiment pas fait avec moi. En fait, on suit Nari, qui est une jeune fille qui travaille un peu en tant que guérisseuse, apothicaire. Enfin, on comprend qu'elle a des facilités, peut-être même des pouvoirs au début. On comprend pas trop. On a l'impression qu'elle-même ne comprend pas trop en fait les facultés qu'elle peut avoir. Et un beau jour, elle va faire un chant dans une langue qu'elle parle depuis toujours, mais que personne ne comprend. Et ça va invoquer un djinn, donc cette espèce de démon, de créature un peu démoniaque dans la mythologie moyenne-orientale, et donc elle va être associée à un daeva. Ouais, c'est bien ce que je dis, un daeva qui s'appelle Dara, et qui va comprendre qu'elle est peut-être pas forcément une humaine, mais en tout cas voilà, pas une créature, mais un personnage un peu fantastique comme ça, qui viendrait d'une lignée, de la lignée des Naïdes, donc des guérisseurs. Et alors là, je vais m'arrêter dans les explications parce que franchement, je ne pourrais pas aller au-delà. En fait, les premières pages, elles étaient horribles. Alors ok, je suis rentrée mardi à 20 h, quand je l'ai commencé, c'était peut-être pas le moment, mais c'était hyper lourd, hyper complexe de rentrer dedans, parce qu'en fait, autant il y a certains tomes, certains premiers tomes, on se dit c'était beaucoup trop introductif, on a voulu étendre pour le faire sur un tome 2, autant là, je pense qu'on aurait pu aisément compartimenter ce tome en 2 tomes pour pouvoir avoir un peu plus de limpidité, de facilité à comprendre les mécanismes, cette mythologie, parce que là clairement c'est pas clair dans ma tête qui sont les djinns, les chafites, les daevas, et en fait là c'est quelques noms comme ça. Alors vous dites bah oui forcément moi je ne comprends rien parce que j'ai pas lu ce bouquin, mais je dois vous admettre que moi j'ai lu le bouquin et je suis pas certaine de pouvoir prendre une feuille et faire des petits schémas comme ça en disant alors là il y a cette catégorie de démons, là il y a telle sous-catégorie. En fait on reprend des histoires avec des guerres qui ont lieu entre des peuples, on est en Égypte en plus de ça, donc il y a beaucoup d'histoires avec des civilisations. C'est incroyable l'univers qui est construit, il est riche, il est beau, il est bien documenté, mais c'est beaucoup trop pour moi pour un premier tome. Et moi je le dis parce que j'estime que je suis quand même une bonne lectrice, c'est-à-dire que je suis pas impressionnée par les briques, je suis pas non plus impressionnée par les univers fantastiques, j'arrive facilement à rentrer dedans. J'ai toujours un moment où j'ai besoin d'une adaptation, voilà, je sais que pour par exemple Nevernight au début je le trouvais un petit peu dur, voilà, à rentrer dedans.
je pense que même The Bone Season, sur certains aspects, le premier tome était un petit peu complexe parce qu'il faut apprendre un système de magie entre guillemets. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs strates souvent là-dedans. Il y a l'histoire présente, mais elle est souvent liée à une histoire en fait d'une strate supérieure. Donc il faut aussi assimiler les tenants et les aboutissants. Et j'arrive souvent facilement à rentrer dedans. Là, franchement, sur le coup, les premières pages, voilà, j'étais un peu en train de patauger. Je me disais, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et je me suis dit, bon, bah, ça va venir petit à petit. Et finalement, ça a juste réussi à me perdre, ça m'a perdu et ça m'a mis une distance en fait avec cette histoire et j'ai même pas trop envie en fait d'essayer de vous faire un résumé parce que je pense que je vais dire des grosses bêtises parce que vraiment, même avec toute la concentration du monde, mais je passais à côté des trucs parce qu'il y en avait trop d'un coup. Donc on suit Nari et on a une alternance avec le prince Ali qui est je sais plus quelle catégorie de gens. Il y a tout en plus une problématique avec les sangs purs, enfin bref. Mais tellement compliqué. Et donc le prince, il aide certaines catégories de gens, un peu contre la vie de son père, tout ça. Et puis on se dit, bah forcément, au bout d'un moment, ils vont se rencontrer, ce qui est le cas puisque Nari finit par être emmené dans ce royaume avec comment dire, c'est pas des chafites, mais voilà, je sais même plus. C'est terrible. Ce résumé est terrible parce que je suis passée à côté de cette histoire. Vraiment, je suis passée à côté. Je sais pas si c'est que moi ou si vraiment cette complexité a mis un frein à d'autres lecteurs ou lectrices parce que moi, vraiment, ça m'a... Je comprenais ce qui se passait, mais là, c'est bien la preuve que bah, c'était trop compliqué et que j'ai pas tout assimilé parce que je n'arrive pas à réexpliquer ce qui s'est passé. C'est dommage parce que le monde est incroyablement riche, complexe. Ce qui a été créé par l'auteur ou l'autrice, je sais plus exactement d'ailleurs si c'est une femme ou un monsieur, c'est une femme. Donc ce qui a été écrit par l'autrice, c'est vraiment incroyablement riche, c'est merveilleux. Que ce soit dans les descriptions de tenues, d'odeurs, de rues, de paysages et tout ça. La mythologie, l'histoire en fait qui a été créée dans l'histoire, qui est racontée et tout ça, c'est incroyablement riche. Mais je suis vraiment passée à côté et je peinais à le lire. Même des fois, il y avait des moments où je me disais, oh voilà, ça va mieux. Bah, j'étais pas du tout en fait à fond dedans. Vraiment, j'ai eu du mal à rentrer dans ce roman. Voilà, je pense que je suis passée à côté. Alors voilà, dites-moi si c'est que moi et que vraiment ça vaut le coup que je l'oublie pendant un temps et que je revienne un peu à cette lecture dans un an ou j'en sais rien. Mais moi, il a été tellement compliqué, et puis c'est pareil, du coup c'était tellement compliqué que j'en avais strictement rien à faire de ce qui se passait pour les personnages. Je n'ai pas du tout réussi à rentrer et à sympathiser avec un personnage. J'ai trouvé que voilà, des fois j'avais l'impression qu'il se passait rien entre deux personnages, mais je me disais, bon, là il y a une nana, il y a un mec qui l'escorte, forcément je sais qu'on va mettre un truc entre les deux. Bon, on m'a mis un truc entre les deux, mais je veux dire sans préalable en fait. C'était ils se parlaient, ils s'engueulaient. C'était pas forcément un côté un peu haters to lovers où on se disait bah voilà, ils s'engueulent mais il y a une petite étincelle quand même. Non, juste ils avaient juste l'air de pas s'entendre. Il y en avait un qui en avait l'air d'en avoir rien à faire, et d'un coup elle était là, waouh, il passe sa main dans ses cheveux et là je sens un peu des papillons dans mon bas-ventre et je dis ah mais non, attends, il n'y a rien qui a été amené, enfin. Donc voilà, en fait il y a 2-3 détails comme ça qui faisaient que, en plus de la complexité de cette histoire, certains moments, voilà, j'étais pas... Ça l'a pas fait, voilà, tout simplement, ça l'a pas fait avec moi. Donc dites-moi si c'était peut-être juste pas le moment et que vraiment vous allez me dire non mais il faut que tu t'accroches et que tu le reprennes parce que c'est génial. Mais là ça a pas, je vais pas dire que ça a été un supplice, mais vous savez je suis toujours un petit peu drama queen sur les bords, mais ça a été hyper compliqué d'arriver au bout de ce livre parce que j'en avais marre, j'avais pas envie d'y revenir, j'étais pas forcément bien dedans, enfin ouais, et je l'ai traîné toute la semaine comme ça, donc ça m'a... Voilà,
c'est pas terrible. J'ai quand même terminé la semaine sur une note positive et je me suis fait une petite BD, ça faisait longtemps, j'avais hyper envie et donc j'ai lu entre les lignes d'après le roman de Baptiste Beaulieu, illustré, adapté je pense par Dominique Mermoux aux éditions Rue de Sèvres et c'était vraiment super chouette, c'était très mignon. J'ai terminé la lecture, enfin vous le verrez je pense dans le vlog qui sera posté le week-end prochain. J'ai terminé la lecture avec beaucoup d'émotions parce que ouais, il y avait une petite charge quand même émotionnelle qui était liée à la lecture de ce roman. Alors honnêtement je sais pas si c'est basé sur une histoire vraie ou pas, mais en fait on me dit que c'est Baptiste Beaulieu qui va voilà, sur les traces de son grand-père, donc peut-être que c'est une histoire vraie, je ne sais pas, moi j'ai pas lu le roman donc et j'en ai jamais entendu parler en fait auparavant, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est une histoire vraie. Bon en tout cas on va considérer que le jeune homme c'est Baptiste qui a un trentenaire qui en fait voit son père un peu alors il le voit à distance puisqu'on comprend que il y a un petit froid entre eux. Son père débarque un jour en lui donnant des vieux carnets vraiment très très vieux qui ont l'air d'avoir voyagé dans le temps et il lui dit bah ton grand-père, donc celui qui vient de décéder qui s'appelle Moïse, voilà il avait une double vie, il y a un secret, il a écrit toute sa vie des lettres le même jour à une certaine Anne-Lise et en fait il comprend pas. Et donc dans cette BD on va avoir une alternance entre les moments où Baptiste décide de prendre la relève et d'aller enquêter un peu sur ce récit de famille et les lettres qui sont du coup mises en planche, qui sont adressées à Anne-Lise et qui vont bah, voilà, faire un petit peu le récit. Donc on a cette alternance comme ça avec des planches un peu classiques et celles-ci qui sont un peu les récits de Moïse qui écrit à cette chère Anne-Lise. Et donc on va aller explorer un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de Moïse puisqu'il est né en 1910 et donc évidemment il a connu de grandes guerres, il a connu des amitiés, des amours, des tristesses, des drames, plein de choses autour de l'Allemagne, autour de la vie, de l'amour, des mariages heureux, malheureux, des grands drames amoureux et ce genre de choses. Et c'était extrêmement émouvant. C'est une BD qui vaut la peine, elle coûte 20 €, elle est énorme, il y a un travail incroyable qui est fait. Alors encore une fois, je n'ai pas lu le roman, donc je ne peux pas dire si l'adaptation est fidèle, si c'est juste une illustration ou si c'est une adaptation, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Alors, je pense que dans le roman, il y a peut-être une part importante à la place de l'histoire en fait entre Baptiste et son père, puisque on a voilà, on sait hein, à la fin ce qui s'est passé entre les deux. Je sais pas si c'est beaucoup plus développé dans le roman, mais en tout cas là, les quelques planches qu'il y avait dans cette histoire contemporaine avec ce que fait Baptiste, je trouvais que c'était une page à chaque fois, allez limite deux. Et ça avait aucun intérêt. Donc au début, j'ai commencé cette lecture, mon chéri m'a demandé à table ce que j'en pensais, je disais oh bah voilà, il se passe ça, enfin j'avais vraiment dans ma voix 0% d'enchantement quand j'ai parlé de cette BD parce que vraiment je trouvais que ça alourdissait le récit et à chaque fois j'avais juste l'impression d'avoir une coupure de pub en fait, enfin j'ai pas la télé mais je m'imaginais d'avoir un truc comme ça, un peu flash qui vient couper mon récit et je trouvais ça hyper désagréable parce que je trouvais que ça n'apportait rien du tout. Il nous dit ah bah oui bah j'ai téléphoné à un tel machin, je vais aller voir ici. Bon ok, bah en fait ça me saoulait et au début voilà je me disais mais en fait il va se passer un truc à ce moment là. Alors quand j'ai compris qu'il se passerait pas grand chose de plus, ça allait mieux parce que je me suis vraiment focus sur le retour un peu en arrière et quand c'était la prise de parole de Moïse, donc du grand-père qui racontait sa vie, son enfance, le début des guerres et tout ça, quand il a été fait prisonnier de guerre en Allemagne, tout ça. Là j'étais à fond dedans et là j'ai adoré ce que j'ai lu, c'était super beau, voilà, c'était super beau. C'est une histoire comme je les aime, avec beaucoup d'aspérité, beaucoup de choses qui font mal au ventre, mais qui parfois apportent un peu de lumière, une petite flamme comme ça qui persiste dans la poussière des souvenirs, et je trouvais que c'était vraiment merveilleux d'avoir mis ça en lumière, d'avoir raconter ça parce que je pense que nos ancêtres ont plein de choses à nous livrer et toutes les histoires individuelles ont une part
de force romanesque comme ça. Enfin moi je sais que des fois mon grand-père il me raconte des trucs, ou même voilà mon papy, et quand je les écoute je me dis mais en fait là juste j'ai envie de prendre un crayon, et puis bon je vais pas prendre un crayon parce que je vais arrêter le mythe, j'aurai mal au poignet après une page, mais en tout cas prendre un ordinateur et écrire ce qu'il me raconte, parce que je trouve ça fabuleux quoi. Et c'était vraiment très très beau, parce que on a aussi une manière d'aborder du coup les grandes guerres qui est un peu différente. C'est pas la Seconde Guerre mondiale vue dans les camps, c'est la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, avec voilà un peu des camps de travail je pourrais dire, mais c'était une autre manière de raconter la Seconde Guerre mondiale qu'on n'a pas l'habitude de raconter, et j'ai beaucoup aimé ça du coup, parce que voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant. Il y a des choses où je me disais ah oui tiens ça se passait comme ça, moi. Je ne savais pas, et c'était hyper beau parce qu'il y a plein comme ça de relations manquées, il y a plein de questions de destin, aussi beaucoup d'atavismes familiaux, parce qu'on a un peu ces trois générations voilà, qui se côtoient dans cette BD. C'était super, voilà, c'était super, moi j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment, vraiment bouleversant, mais une belle émotion, une belle histoire, et bah, je suis très heureuse en fait qu'elle soit posée sur le papier, qu'elle soit transmise et découverte, parce que c'est peut-être une histoire vraie, je ne sais pas, mais si c'est une histoire vraie, bah, elle est vraiment très belle, très touchante, et la manière dont ça a été mis en planche comme ça, en plus, ça amenait beaucoup de poésie avec cette dominante de marron et de bleu. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une très belle BD. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture un peu mitigé, hein. Franchement, je pense que vous l'avez ressenti dans mes chroniques. C'était pas la folie de lecture qui m'ont un peu, voilà, qui m'ont pas, enfin une qui m'a pas transcendée, une où je me suis dit qui m'a un peu flingué ma semaine de lecture, mais on a bien fini avec cette BD, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains livres vous tentent quand même, ou si à l'inverse vous les avez lus et que vous les avez adorés, genre est-ce que je dois persévérer avec La Cité de l'Hécatombe, parce que j'étais persuadée que j'allais adorer ce livre et ça m'a... Voilà, ça m'a laissé pantoise, donc dites-moi si je dois persévérer, et comme toujours n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, un commentaire, ça me fait toujours plaisir, je vous lis toujours, et surtout n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, en story sur Instagram, ça permet de m'aider avec l'engagement, les algorithmes et tout ça, c'est comme ça qu'on soutient les créateurs de contenu, ceux qui vous divertissent et qui vous font rire comme ça dans votre semaine, donc c'est pas grand chose et pour nous c'est énormément, donc merci du fond du cœur à celles et ceux qui le font à chaque fois, toutes les semaines, ça me fait trop plaisir. En attendant la prochaine vidéo mercredi, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.